Chers étudiants, bonjour. Dans la diaporama qui suit, je vais vous présenter les éléments essentiels du cours Propagation des ondes électromagnétiques. Alors, comme vous voyez ici, je présente deux schémas des ondes mécaniques qui se produisent sur la surface de l'eau. Un premier exemple ici, vous avez les rides qui se forment sur la surface d'un lac. Donc, imaginons que je jette une pierre sur de l'eau. Cette pierre-là va provoquer une perturbation au niveau d'un point et cette perturbation va se propager sous forme de rides qui vont par exemple du centre vers l'extérieur. L'autre exemple, c'est les vagues qui se forment à un certain endroit de la mer et cette déformation de l'eau va se déplacer d'un point à un autre point, par exemple de la mer vers la côte. Un exemple typique qu'on va utiliser tout le long de cette présentation, c'est la corde vibrante. Imaginons qu'on a une corde souple avec une extrémité fixe ici et l'autre extrémité, par exemple, on la tient par le bout. On produit une perturbation qui est représentée ici par une courbure. Cette perturbation va donc voyager. Il va se déplacer tout en parcourant la corde. Alors, un schéma simplifié de ce phénomène. Je suppose qu'à l'instant t égale à 0, j'ai la déformation, il est là. Un point M, c'est un point référence. Il est à la position, ce point, il est à la position 0. Et à un certain moment, ce point va être parcouru par l'onde. La diapo suivante, toujours traite les types d'ondes mécaniques. Le son, par exemple, est une onde mécanique qui est due à la déformation de l'air ou bien une perturbation au niveau de la pression de l'air. C'est une perturbation qui voyage aussi. Il part par exemple de la bouche de quelqu'un vers l'oreille d'une autre personne. Vous avez aussi l'exemple du ressort souple. Je considère ici un ressort avec plusieurs spires. Et imaginons qu'on exerce une petite pression sur quelques spires. Donc cette pression-là, elle va se propager tout au long du ressort. Un autre type d'onde, cette fois-ci non mécanique, c'est la lumière. C'est le type d'onde qui va nous intéresser dans les chapitres sur les interférences et sur la diffraction. Alors, la lumière, bien sûr, c'est une onde, comme on va le voir après, et la perturbation, elle est créée par un champ électrique et un champ magnétique, et bien sûr, il se déplace, la lumière, et on peut bien sûr voir la lumière d'un point à un autre point. Alors, ces types d'ondes, on peut les classer en deux catégories. Les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Alors, la différence essentielle entre ces ondes, c'est que les ondes mécaniques, ils ont besoin toujours d'un support pour se propager. Par exemple, le support, il peut être l'eau, il peut être l'air, il peut être la croûte, par exemple, terrestre, lorsqu'on parle des ondes sismiques, etc. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin d'un support. Ils peuvent même se propager dans le vide. Et bien sûr, elles se propagent dans les milieux transparents, comme le verre, l'eau, l'air, etc. Des exemples d'ondes électromagnétiques, il y a bien sûr la lumière visible qu'on peut observer par l'œil, mais aussi il y a des espèces de lumière qu'on ne voit pas, comme l'infrarouge par exemple, et aussi des ondes radio qu'on utilise dans les chaînes radio, ou bien des ondes dans les télécommunications, qu'on utilise dans les différents
moyens de télécommunication, les ondes rayons X, les ondes gamma, etc. Nous allons voir ici qu'est-ce que c'est qu'une onde. Une onde a une dimension. Alors, reprenons l'exemple de la corde. Cette corde-là, la déformation ici, on a dit qu'elle se propage tout au long de la corde. Imaginons qu'on crée une perturbation qui est régulière, ça veut dire qu'elle est périodique, c'est-à-dire à tout moment on tient la corde par la main et on exerce un ébranlement de façon régulière. Alors si on se fixe un point de la corde, on le regarde bien, on va s'apercevoir que ce point il se déplace en haut et en bas. Et tous les points de la corde, ils font à peu près le même mouvement. Donc, on peut, par exemple, caractériser un point ici de la corde par la hauteur. Ça veut dire, à tout moment donné, je prends un point d'abscisse X ici, sur l'axe horizontal, et je regarde c'est quoi sa hauteur. Alors, à tout moment, donc, cette hauteur-là, elle est variable dans le temps. Donc, imaginons que cette hauteur, je l'appelle, par exemple, psi. Alors, cette psi-là, il va dépendre, bien sûr, du point, c'est-à-dire de l'abscisse X, et bien sûr du temps. Alors, comme le phénomène, il est, si vous voulez, il est régulier, il est reproductible, donc il obéit à une certaine loi. Alors, cette loi, au fait, c'est l'équation de propagation de l'onde à une dimension. Alors, cette équation-là, comme vous voyez ici, il a une partie qui va dépendre de l'abscisse X, ou bien de l'espace, une partie qui va dépendre du temps. Alors, la dérivée seconde de psi par rapport à x carré, elle est proportionnelle à la dérivée seconde de psi par rapport à t carré. Alors, cette équation-là, c'est l'analogue de l'équation fondamentale de la dynamique qui décrit le mouvement d'un point matériel. Et donc, je peux dire que le mouvement de chaque point de la corde, à tout moment, il est décrit par cette équation. Alors, un exemple d'onde, mais maintenant à 2 dimensions, c'est en quelque sorte les rides. Si je considère un point quelconque, par exemple du lac ici que vous voyez, alors ce point-là, il a, disons, 2 abscisses, x, y. Alors, la hauteur des rides à ce niveau de ce point, il va dépendre donc de x, y et de t. D'accord? Donc, ça c'est l'exemple d'une onde à 2 dimensions. Alors, une petite explication par rapport à ce paramètre-là, V. Alors, regardons le mouvement de la corde. Bon, à un moment donné, par exemple, à un instant T, on a cette déformation, il est là. Au bout d'un certain moment, la même déformation va se trouver ici. Et donc, le temps mis par la vibration pour passer du point M au point M', c'est T' moins T. Au fait, la vitesse, c'est quoi? C'est la distance entre le point M et M' divisé par la durée qu'a pris le phénomène pour se déplacer du point M au point M'. On cherche maintenant la solution de l'équation d'onde à une dimension. La dérivée seconde de y ou de psi par rapport à x carré est égale à 1 sur v carré, dérivée seconde de y par rapport à t carré. Donc cette question normalement est traitée dans la série 1, exercice 1. Alors, une solution simple se présente comme suivant. Je prends une fonction f quelconque, 2 fois dérivable, et je l'applique à x moins vt. Alors, cette fonction maintenant devient une fonction de 2 variables, puisqu'il y a x ici et t. V, c'est une constante. Donc, ça, c'est une solution de l'équation d'onde à une dimension. On l'a déjà fait dans la série 1. Donc, on suppose que, donc, on a déjà fait la vérification.
Alors, regardons maintenant les caractéristiques de cette fonction. À l'instant, par exemple, t égale à 0, si je prends la fonction y de xt, alors, si je remplace le temps t par 0 ici, je vais avoir y de xt égale à 0 égale à f de x. Et donc, f de x est une fonction, une seule variable. Imaginons qu'on veut représenter cette fonction. Supposons que la représentation de cette fonction, il a cette forme-là. Ça veut dire que l'axe des x, c'est là, et la fonction f égale à ça. Donc, vous voyez que là, j'ai un profil. Ça veut dire, c'est comme une photographie de la perturbation à l'instant t égale à 0. Et donc, la forme de l'onde, elle est donnée par f de x. À un instant ultérieur, t, la fonction psi, de façon générale, ça s'écrit sous la forme f de x moins vt. Alors, si ce vt, je le remplace par x0, et donc, je peux dire que la fonction maintenant, à un instant donné, au fait, c'est quoi? C'est la fonction f décalée. Hein? C'est une translation de la fonction f du centre vers x0. Et donc, sa représentation, ça va être comme ça. Ok? Et donc, disons ici que la fonction psi, au fait, ça représente, c'est une translation lorsqu'on va modifier le temps. À chaque moment t, x0, il va changer et donc on obtient un déplacement. À chaque fois, donc, on a un déplacement de cette perturbation, de cette forme-là, tout au long, par exemple, de l'axe des x. Alors, la solution f de x moins x0, donc c'est un déplacement de la gauche vers la droite. Ça, c'est une onde qui est progressive et qui se déplace vers la droite. On appelle ça une onde divergente, puisque vous avez ici le signe moins. La fonction psi xt égale à f de x plus vt aussi c'est une solution. On peut vérifier que ça aussi c'est une solution de cette équation-là. La différence entre les deux solutions, c'est que dans cet argument-là, vous avez le signe plus. Ça veut dire que la représentation de psi, au fait, c'est la fonction f, mais translatée vers, disons, vers la gauche. Et donc, f de x plus vt est une onde progressive convergente. L'onde progressive harmonique ou sinusoïdale, au fait, c'est une onde qui s'écrit sous cette forme-là, donc progressive, et f de x moins vt, avec la fonction f est une fonction sinusoïdale. Par exemple, il peut se mettre sous cette forme-là. A cosinus de k est une constante, kx plus alpha, ou bien A sinus de kx plus alpha. Alors, cette fonction-là, c'est une fonction f à une seule variable. A, c'est l'amplitude, bien sûr, et kx plus alpha, c'est la phase, et alpha, c'est la phase à l'origine. Alors, si je représente maintenant la fonction psi associée, on a dit que la fonction psi, ça s'écrit f appliqué à l'argument x moins vt. Alors, donc ça s'écrit sur cette manière-là. Vous voyez le x moins vt, il est là. Et donc, ça, c'est une onde progressive harmonique. Regardons les caractéristiques de cette onde. Bon, d'abord, fixons, par exemple, le temps t égale à t0. Alors, quand je fixe le temps t, c'est t0 ici, la fonction psi, maintenant, devient une fonction à une seule variable. La variable, maintenant, c'est x. Ok? Alors, si je représente cette fonction psi x et le temps il est fixe, c'est comme si je représente une fonction sinusoïdale. Donc, ça se présente sous cette manière-là. Hein? Une fonction oscillatoire. Alors, bien sûr, puisque c'est une fonction périodique, on aura une période. Alors, cette période-là, c'est lambda. Je vais l'appeler lambda. Alors, si je prends cette fonction que vous voyez ici, lorsque le temps t, c'est t0 fixe, je cherche lambda tel que psi de x plus lambda t0 égale à psi de x t0. Alors, un calcul simple de mathématiques nous donne lambda égale à 2 pi sur k. Donc, lambda, c'est la périodicité spatiale de l'onde. Regardons l'autre côté de la chose. Donc, imaginons maintenant que je fixe un point x0. Imaginons que je regarde un point de la corde. Je sais que ce point-là, d'après l'expérience, il monte et il descend.
Donc il fait un mouvement sinusoïdal au cours du temps. Et donc ce mouvement, puisqu'il est répétitif, il a une période. Alors la fonction peut s'écrire comme ça. Quand je fixe le x0, le psi, il devient une fonction de t. Vous voyez ça, ce terme-là, il devient constant. Alors, ça c'est une fonction dépendante de t. La période de cette fonction, bien sûr, mathématiquement, on la connaît, c'est 2π divisé par ce terme-là. C'est 2π divisé par kv. Alors, une comparaison entre ce lambda-là et ce t-là, qui est la période, t c'est la période temporelle, nous donne cette relation qui est facile à retenir. Lambda égale à 2 fois t. Ça veut dire que la longueur d'onde spatiale et la période temporelle, ou bien la période spatiale et la période temporelle, elles sont reliées par cette loi qui nous donne aussi la vitesse. En général, dans le domaine des ondes, on utilise la fréquence qui est égale à l'inverse de la période. Elle s'exprime en Hertz. On peut aussi trouver des fois la pulsation aussi. Donc la pulsation, c'est 2π sur t. C'est l'équivalent ou l'analogue de 2π sur k dans le domaine, si vous voulez, c'est le temps par rapport à l'espace. Alors, regardons ici les différentes expressions de psi. Alors, comme vous voyez ici, la fonction psi, je peux l'exprimer de différentes formes. Vous avez ici A sinus, par exemple, de k x moins vt, A sinus de kx moins oméga t. Je l'exprime ici en fonction, en faisant apparaître la longueur d'onde et la période. Je l'exprime ici en faisant apparaître, par exemple, ici, la fréquence. Donc, toutes ces expressions sont équivalentes. Nous, dans les prochains slides, on va utiliser cette forme-là, A sinus de kx moins oméga t. Bon, une toute dernière, si vous voulez, précision. La fonction psi de l'onde harmonique progressive, A sinus de kx moins oméga t, au fait, il ne représente pas la réalité. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction mathématique qui nous permet de faire des calculs, etc., et de comprendre ce qui se passe. Mais, au fait, c'est une fonction qui s'étale dans l'espace, puisque c'est une fonction périodique spatialement, et aussi il est éternel, puisqu'il ne finit pas au niveau, dans le temps, ça veut dire il existe toujours. Et donc ça, c'est un modèle qui est abstrait. Une onde normalement monochromatique, c'est quelque chose d'utopique, et en général on a une onde par exemple quasi monochromatique avec une expression comme ça, par exemple psi de xt égale à A t sinus de kx moins oméga t, avec cette amplitude là qui est par exemple une fonction du temps qui n'est pas constante, et par exemple il décroît avec le temps. Mais l'intérêt de cette solution, c'est que au fait chaque onde périodique peut être vue comme une superposition d'ondes harmoniques en sinus et en cosinus. Je présente ici une fonction très intéressante, si vous voulez, ou bien une propriété très intéressante des fonctions périodiques. Si je considère une fonction périodique de période t, cette fonction, il peut se développer en série de Fourier. Alors, la série de Fourier, c'est comme ça, f de t égale à A0, une sommation des A1 cosinus de n oméga t plus B1 sinus de n oméga t. Alors, ces fonctions-là, en cosinus et en sinus, ce sont les ondes harmoniques ou les fonctions harmoniques. Donc, toute onde qui est périodique, elle est développable en fonction harmonique, si vous voulez, progressive. Je donne ici un exemple simple de l'application du développement en série de Fourier. Regardez par exemple sur ce schéma-là, vous avez une onde qui a cette forme-là, en pointillé. Donc vous avez une montée, une descente, encore une montée, une descente, et cette fonction, elle est répétée dans l'espace. Donc c'est une fonction qui est périodique, elle est un peu complexe. On peut remarquer qu'on peut décomposer cette fonction en deux fonctions simples, harmoniques. Vous avez la première fonction que vous voyez ici, voilà,
Et la deuxième fonction que vous voyez là, avec une longueur d'onde ou bien une période un peu plus importante. Et donc, je peux dire que la fonction qui est complexe, je la décompose en deux, disons, petites fonctions qui sont harmoniques progressives. Pour expliquer la vitesse de phase d'une onde sinusoïdale, je considère l'exemple de l'onde progressive sur la corde, qui a pour équation psi x de t égale à sinus de kx moins oméga t plus y. Alors, cette quantité, l'argument de sinus, c'est la fonction phase. Vous voyez? Donc, je peux dire que cette fonction, kx moins oméga t plus y, je suppose que y est une constante, je peux dire que cette fonction-là, puisqu'il dépend de x et du temps, je peux dire que pour un x donné et un temps donné, je peux toujours trouver un autre x donné avec un autre temps donné et cette fonction sera constante. Au fait, sur la propagation de la corde, je peux dire que la perturbation maintenant, il est ici, d'accord? Il est en x, par exemple, est égal à 0, à l'instant t égal à 0, à un certain moment, il devient ici. Donc, il est maintenant, on a la même perturbation, mais en une position, si vous voulez, x différent de 0, et un temps, bien sûr, différent de 0. Donc, je peux dire que cette phase-là reste constante entre ce point-là, ce point-là, ce point-là, etc. Alors, cherchons maintenant comment varie, si vous voulez, le x de ces points en fonction du temps. Et quand est-ce que la fonction arrive avec les mêmes caractéristiques en des points différents. Alors, donc, x de t, à partir de cette équation, x de t, ça peut s'écrire sous cette forme-là. Ok? Donc, vous voyez que x, au fait, la position qu'on cherche, ou les positions qu'on cherche, elles dépendent du temps. C'est at plus b, avec a, c'est ça c'est b, par exemple. Alors, donc, la vitesse de phase, au fait, c'est la variation de l'abscisse avec le temps. C'est la dérivée de x par rapport au temps. Donc, si on fait le calcul ici, on va trouver W sur K. Donc, V, ici, c'est la vitesse de phase. L'onde à 3 dimensions, en fait, c'est une généralisation de l'onde à une dimension. Donc, si je pars de cette équation-là, qu'on a vue pour la corde, on peut la généraliser. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une fonction psi qui dépend uniquement de x et du temps, je peux aussi chercher une fonction psi qui va dépendre de x, y, z, les coordonnées d'un point de l'espace quelconque, et bien sûr du temps. Et donc, la généralisation de cette équation peut s'écrire sous cette forme. Donc, au lieu de travailler avec une seule dérivée partielle, on va travailler avec 3 dérivées partielles. Et on aura les dérivées secondes de psi par rapport à x et par rapport à y et par rapport à z, la somme est égale à ça. Et donc, cet opérateur-là, c'est le Laplacien. Et donc, ça, c'est l'équation d'onde à 3 dimensions, de façon générale. Et bien sûr, on peut l'exprimer dans n'importe quel système de coordonnées selon la symétrie du problème. D'accord? L'onde maintenant, plane harmonique, c'est quoi? Au fait, c'est une onde harmonique, donc il s'écrit en fonction de cosinus ou bien sinus. Je donne l'exemple ici. Donc A cosinus de K scalaire R moins oméga T. Vous voyez que la phase ici, c'est K fois R, donc c'est un produit scalaire, moins oméga T. Alors le K, c'est un vecteur constant qui a 3 composantes, il est quelconque, Kx, Ky, Kz. Donc il ne dépend pas du point n. La phase phi, dans ce cas, s'écrit sous cette forme. Donc, produit scalaire K fois R, K fois Kx plus X fois Kx, pardon, plus Y fois Ky plus Z fois Kz moins oméga T. D'accord? L'exemple simple qu'on utilise, c'est lorsque le vecteur K, par exemple, est collinéaire à l'axe des Z. Par exemple, c'est le vecteur EZ, E petit z. Et dans ce cas, K scalaire R égale à K fois Z. Et on aura ici A cosinus de Kz moins oméga T. Sur le schéma suivant, vous voyez une représentation du vecteur d'onde K, par exemple, il est dans ce sens-là. Je peux donc le représenter sous cette forme-là. K en vecteur, c'est un K, le module de K, fois U.
E, c'est un vecteur qui représente une direction, par exemple. Alors, cherchons maintenant les caractéristiques de la phase. Alors, la phase, ça s'écrit sous cette manière-là. K scalaire R moins oméga t. Imaginons qu'on se fixe le temps il est fixe, et je cherche quels sont les éléments de l'espace, tels que phi est constante. Alors, ces éléments, ils auront la même fonction. Dans ce cas, ça c'est constant, ça veut dire que K scalaire R est constant. Alors, K scalaire R est constant, ça veut dire que R fois U, en produit scalaire, est constant. Ça veut dire ça, c'est la projection de R sur U. Ça veut dire c'est comme si on cherche les éléments de l'espace dont la projection est constante. Et donc, ça, mathématiquement, ça c'est l'équation d'un plan qui est perpendiculaire à U. D'accord? Donc, ces plans-là, ça s'appelle les fronts d'onde ou bien les plans équiphases. Donc, ces plans-là, ils ont la même phase, ils ont les mêmes caractéristiques. Alors, bien sûr, ici, je donne psi à cosine de K scalaire R plus ou moins oméga t. Simplement, le moins, c'est pour dire qu'on a une onde divergente, et le plus lorsque l'onde elle est convergente. D'accord? Donc, divergente, ça veut dire de la gauche, de façon conventionnelle, de la gauche vers la droite, et convergente, ça veut dire de la droite vers la gauche. Aussi, des fois, on est amené à utiliser la notation complexe. Psi, c'est l'associé à psi ici, c'est A, l'exponentielle de I scalaire R moins oméga t. Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser la partie uniquement réelle, on utilise la partie complexe contenant la partie réelle, la partie imaginaire. Alors cette notation, il nous simplifie des fois les calculs dans les sommations d'une onde, plusieurs ondes, une superposition d'ondes. On va le voir ça dans les slides qui vont venir. Alors, considérons ici une onde harmonique sphérique. Alors, l'onde harmonique sphérique, ça s'écrit sous cette manière. Il est harmonique, donc il y a le cosinus, et il est sphérique parce que ça s'écrit sous cette manière. A sur R, vous voyez que le dénominateur, il contient le R. Cosinus de K fois R, par exemple, moins oméga t. D'accord? Donc aussi, plus ou moins, selon que l'onde est divergente ou convergente. Alors, si on s'intéresse par exemple aux surfaces d'onde, alors je vais chercher quand est-ce que cette fonction elle est constante. Alors, elle est constante lorsque R elle est constante. Ça veut dire que les surfaces d'onde, ce sont des sphères. Ok? Donc, les fronts d'onde, ce sont des sphères ici. Une petite remarque ici. Imaginons que je considère l'onde, mais à très grande distance du centre. Alors, bien sûr, l'onde est sphérique. Et donc, les fronts d'onde seront des sphères, mais avec un rayon très important. Et un rayon très important, c'est comme si on a un plan ici. Donc, je peux dire que l'onde sphérique, à très grande distance, on peut la confondre avec une onde plane qu'on va voir après. Les équations de Maxwell, ce sont les 4 équations de base de l'électromagnétisme. Alors, ces 4 équations, il y en a 2 pour le champ électrique, si vous voulez, ça commence par le champ électrique, et les autres, ça commence par le champ magnétique. Vous avez ces relations, ils s'écrivent sous la forme suivante. Vous avez un opérateur, par exemple, ici le rotationnel de E égale à moins dérivé de B par rapport à T, ça veut dire, le rotationnel, bien sûr, c'est un opérateur spatial, mais il contient les dérivés. Donc les dérivés spatiales de E, ils sont liés à la dérivée, si vous voulez, temporelle de B. Pareil ici, les dérivés, disons, spatiales de B, ils sont liés aussi à la dérivée temporelle de E. Et donc, à travers ces 2 équations, on peut, par exemple, trouver un lien entre le champ électrique, si vous voulez, E, et la dérivée, ou la dérivée spatiale de E, avec les dérivés, ou la dérivée temporelle disons, de E. Alors, si on prend cette opération mathématique, le rotationnel des rotationnels de E, et on utilise cette relation-là, c'est le rotationnel de la divergence moins le Laplacien de E. Je remarque que la divergence de E, il est donné ici, il est nul, et donc le rotationnel des rotationnels, c'est moins la divergence. Alors, donc, je peux
si vous voulez, effectuer les opérations aussi algébriques et arriver à cette équation de façon directe. Donc on arrive à l'équation, le Laplacien de E égale à y0, mu0, dérivé sur mu de E par rapport à t carré. Donc vous voyez que ça, si je considère par exemple une seule composante de ça, cette équation-là, c'est l'équation d'onde, l'équation d'onde qu'on avait dans les slides, si vous voulez, passés. Et donc ici, vous avez l'équation d'onde de Maxwell, parce qu'elle est relative aux ondes électromagnétiques. La vitesse ici, elle est donnée en fonction de la permittivité et de la perméabilité magnétique. Et donc, dans le système de coordonnées, par exemple cartésienne, je peux écrire chaque composante, puisque ici c'est une relation vectorielle, chaque composante de E, par exemple EX ou EY, EZ, elles peuvent se mettre sous cette forme-là. Ça veut dire elles obéissent à une équation d'onde de Maxwell. Alors, dans un milieu maintenant homogène isotrope, j'ai la même équation, mais au lieu d'utiliser epsilon 0, mu 0, on utilise epsilon mu. Alors, la vitesse dans le vide, ça s'écrit sous cette manière-là. C'est 1 sur racine carrée de epsilon 0, mu 0. Et on a toujours cette relation-là de normalisation. Maintenant, la vitesse dans un milieu homogène isotrope, bien sûr, ça s'écrit sous la forme 1 sur racine carrée de epsilon mu. Alors, maintenant l'indice, puisque dans l'optique, on s'intéresse à l'indice du milieu. Donc l'indice, c'est l'indice, si vous voulez, c'est la vitesse dans le vide divisé par la vitesse dans le milieu. Alors, en utilisant, bien sûr, les différentes expressions des vitesses C et V données par ces deux équations, on arrive à cette relation que l'indice, au fait, c'est la racine carrée de epsilon R. Epsilon R, c'est la permittivité relative. On s'intéresse maintenant aux propriétés d'une onde plane harmonique polarisée. Ça veut dire que je considère une onde plane harmonique dont le champ électrique il a une direction fixe. Alors, à partir des équations de Maxwell, ces quatre équations, nous avons démontré dans la série 1 du TD qu'on arrive à ces propriétés-là. Donc nous avons trois propriétés, que le champ E et B ils sont perpendiculaires entre eux, quelle que soit bien sûr la direction de E, et ils sont perpendiculaires à la direction de propagation, qui est ici schématisée par la direction K. Donc E, B et K, ils forment un trièdre direct. L'onde, bien sûr, elle est transversale, puisque le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires à K. Okay? Et nous avons une relation entre le module de E et le module de B. Nous avons E égale à C fois B. Ici, bien sûr, le calcul se fait dans le vide. Un exemple ici, imaginons que le champ, par exemple, s'écrit sous cette manière-là. Donc, vous voyez ça, c'est une onde plane, harmonique, qui se propage selon l'axe des Z, et le champ il est porté par l'axe des X, il est polarisé selon l'axe des X, ici. Alors si à partir de ces équations-là, on peut déduire que le champ magnétique s'écrit sous cette manière-là. D'accord? Donc le champ magnétique, vous voyez, il est dirigé selon l'axe des Y. Donc, vous avez le champ E selon l'axe des X, le champ Y selon l'axe des Y, le champ P, pardon, selon l'axe des Y, et bien sûr, la propagation se fait selon l'axe des Z. Donc, nous avons cette relation-là. Et donc, les plans équiphases, si je prends ici, les plans équiphases, ce sont des plans qui correspondent à phi égale à constante. Donc, ça veut dire Z constant. Donc, ce sont des plans qui sont perpendiculaires à l'axe des Z. Alors, ici, une représentation schématique de l'onde entière avec la représentation des champs électriques E et champs magnétiques B et K. Donc, si je considère, par exemple, ça c'est l'axe de propagation, je prends ici des flèches, j'utilise des flèches, par exemple les flèches en bleu, elles représentent le champ électrique. Si je considère un plan ici perpendiculaire à K, d'accord? Alors, le champ E, il est orienté selon l'axe des X,
Le champ Y, il est selon l'axe le champ magnétique B, il est selon l'axe des Y. Et donc, vous avez deux champs qui sont perpendiculaires, et perpendiculaires à la direction de propagation. Si je considère le champ dans les différents plans, puisque le champ il est harmonique, ça veut dire sinusoïdal, donc il monte et il descend. Donc vous avez le champ électrique ici en bleu, sa valeur il augmente, puis il descend, il devient négatif, ou il monte, etc. Le champ magnétique il est toujours lié au champ électrique, il est toujours perpendiculaire à ce dernier. Et donc, ça c'est, si vous voulez, cette représentation, il est vrai aussi dans un milieu homogène, linéaire, isotrope. Nous avons toujours les mêmes propriétés que dans le vide. Les ondes électromagnétiques peuvent être classées selon leur longueur d'onde ou leur fréquence ou également leur énergie. Je donne ici un schéma du spectre électromagnétique. Vous avez ici le spectre, il est réparti en zones, si vous voulez. Nous avons une représentation ici des longueurs d'onde en micromètres et les fréquences, bien sûr en hertz. Nous pouvons voir ici la zone des visibles. Vous voyez, c'est une zone qui est très très mince. Et cette zone, ça correspond, c'est le spectre du visible, ça s'appelle, et ça correspond à une énergie entre 1,24 et 2,5 électronvolts. Les fréquences associées, ils sont entre 4, 10 à la puissance 14 et 8, 10 à la puissance 14 Hz. Vous voyez, ce sont des fréquences un peu élevées. Les longueurs d'onde, ils sont bien sûr comprises entre 0,4 et 0,8 micromètres. Je donne ici sur ce tableau-là les longueurs d'onde et les couleurs associées. Dans le vide, chaque longueur d'onde est associée à une couleur. Par exemple, le rouge, c'est une couleur qui est associée aux longueurs d'onde qui sont comprises entre 6220 et 7800, par exemple, Armstrong. Le vert, entre 4550 et 4920 Armstrong. Là, vous voyez les fréquences correspondantes. Je donne ici quelques exemples de radiation qui sont utilisées souvent. Le pointeur, par exemple, laser, au fait, c'est une radiation qui a une longueur d'onde de 6328, c'est une lumière rouge. Le doublé du sodium, c'est une lumière qui est jaune, et il a deux longueurs d'onde qui sont voisines. La lumière d'un laser argon ionisé, par exemple le vert 5145, le bleu 4800. Une toute dernière remarque, c'est que les longueurs d'onde, en fait, qu'on donne, souvent ce sont les longueurs d'onde dans le vide. La longueur d'onde dans un milieu quelconque, par exemple un milieu transparent d'indice n, c'est la longueur d'onde dans le vide divisé par n. On dit que les longueurs d'onde se contractent dans un milieu homogène. Une onde électromagnétique, lorsqu'elle se propage, elle transporte de l'énergie. Alors, cette énergie, bien sûr, il traverse l'espace et il peut être perçu par un œil, par exemple, par l'œil d'un observateur, par un film photographique ou par une cellule photographique. Et donc, il y a de l'énergie qui se propage. Ce flux d'énergie, par unité de temps et par unité de surface, bien sûr, il se propage perpendiculairement à la direction de propagation. Alors, ce phénomène-là, on le décrit par le vecteur de Poynting. Alors, ce vecteur, il est défini comme E vectoriel P divisé par mu0. Alors, bien sûr, si je considère une onde plane progressive harmonique, je sais que E et B sont perpendiculaires entre eux, perpendiculaires à la direction de propagation, et donc je peux dire que le vecteur de Poynting, il est collinéaire, si vous voulez, à K. Et donc, il peut s'écrire sous cette forme-là, E fois B divisé par mu0 fois U, avec bien sûr le fait que, j'utilise le fait ici que E et B sont perpendiculaires. D'autre part, dans le vide, on a vu que E égale à C fois B. Donc, je peux exprimer le module, si vous voulez, ça c'est le module du vecteur de Poynting. Je peux l'exprimer en fonction de E uniquement ou bien en fonction de B uniquement. En fonction de E,
il s'écrit sous la forme ST égale à C mu 0, C c'est la vitesse de la lumière dans le vide, E au carré. Donc, imaginons que le champ E s'écrit sous cette manière, onde harmonique plane, sous cette manière-là. Donc, le module de S s'écrit sous cette manière, C fois mu 0 fois E. Alors, E, je remplace E par cette expression-là. Donc, c'est le cosinus, c'est ce produit-là, fois A0 au carré, cosinus de KR moins oméga t plus epsilon 1 au carré. Donc, vous voyez que S est une fonction sinusoïdale, c'est un cosinus au carré, il est variable dans le temps, si je fixe par exemple un point, je regarde un endroit donné, donc S est une fonction du temps. Et donc, puisque E et B, il oscille avec une fréquence très élevée, dont le visible c'est 10 à la puissance 14, et donc le S aussi sera une fonction qui est périodique avec la fréquence 10 à la puissance 14 Hz. Et donc, ça sera difficile de mesurer instantanément E, B, et donc on peut déduire qu'on ne peut pas mesurer instantanément S, puisque sa fréquence elle est très très grande. Puisqu'on ne peut pas mesurer la valeur instantanée de S, on peut mesurer sa valeur moyenne sur une durée tau. Alors, une durée tau, c'est en général une durée qui est très supérieure à la période de vibration de l'onde. Alors, la valeur moyenne de S, par définition, mathématiquement, pardon, on peut l'essayer avec cette formulation 1 sur tau, l'intégrale entre T0, T0 plus tau, S de T, dt. Alors, la valeur moyenne de ST, c'est ce qu'on appelle l'intensité, ou bien la densité de flux sur une durée tau. Rappelons maintenant quelques propriétés mathématiques de la valeur moyenne. Et après, on va l'appliquer à notre champ, à notre onde électromagnétique. Alors, considérons une fonction f, une fonction mathématique variable. Cette fonction, elle peut représenter un champ électrique, un champ magnétique, un courant électrique, etc. Alors, la valeur moyenne de la fonction f de t sur une durée tau, ça s'écrit sous cette manière-là. D'accord? Alors, prenons l'exemple concret, f de t égale à, par exemple, cosinus au carré de oméga t. Donc, nous voyons ici que f de t, c'est une fonction sinusoïdale, il est périodique, il est en cosinus carré. Alors, l'intégrale de f de t sur une durée tau, ça s'écrit sous cette manière-là, 1 sur tau, l'intégrale entre t0 et t0 plus tau. Je remplace bien sûr le cosinus carré par cette forme-là, linéaire, 1 plus cosinus de 2x sur 2 par exemple. Et là, je peux donc calculer ma valeur moyenne et j'obtiens cette équation. Alors, cette équation, bien sûr, s'écrit sous cette manière-là. 1 demi plus 1 sur 4 tau oméga, le sinus de 2 oméga t entre t0 et t0 plus tau. Alors, si je choisis une durée tau très grande devant la période de la vibration, c'est-à-dire que tau très grand devant t, le grand t c'est la période de la vibration. Je sais que la période, ça s'écrit sous cette manière, 2p sur oméga. Donc, ça c'est équivalent à écrire tau fois oméga très supérieur à 2p, ça fait très grand devant 1. Par exemple, 1000, 10 000, etc. Et donc, ce facteur-là, il est grand. Et donc, c'est comme on divise 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, etc. Et donc, quelle que soit la valeur ici, ce facteur-là, il sera négligeable devant 1 demi. Et donc, la valeur moyenne de f de t, ça sera 1 demi lorsque f de t égale à a cosinus au carré de oméga t. Alors, comme application simple, prenons notre champ, le champ E qui s'écrit sous cette forme-là. On a dit que S associé, ou bien le module des vecteurs de pointine s'écrit sous cette manière, c'est epsilon 0 E au carré. Et donc, la valeur moyenne de S,
elle définit l'intensité, c'est C epsilon 0, la valeur moyenne de E0 cosinus de Kx moins omega t, le taux au carré. Donc la moyenne là, je la sors ici, je vais avoir E0 au carré, ici c'est mu0, la valeur moyenne de cosinus au carré de Kx moins omega t, une valeur moyenne dans le temps, donc ça va donner 1,5, c'est ce qu'on a vu ici, et donc l'intensité c'est 1,5, epsilon 0 c'est E0 au carré. Et dans la suite, on prendra souvent l'intensité, c'est directement c'est E0 au carré. Donc, conclusion, l'intensité d'une onde électromagnétique est proportionnelle à l'amplitude au carré. Donc, lorsqu'il s'agit d'une onde plane harmonique, progressive, on prendra toujours l'intensité, c'est E0 au carré. Alors, maintenant, dans un milieu homogène isotrope, on a la même expression, mais on remplace epsilon 0 par epsilon et C par V. Et on obtient donc finalement I, ça s'écrit sous cette manière, 1,5 epsilon 0, C, NE0 carré. Ça veut dire que l'intensité est proportionnelle à N et à E0 au carré.